Ah oui, le titre, l'un des titres qui a retenu mon attention, c'est le nombre de bébés en 6 mois. 17 000 et quelques bébés déclarés en 6 mois. 17 000. Ah, ça m'a étonné. Hugues Zogo, bonjour. Bonjour Maury Arnaud Agua. Bonjour Stéphane Arino-Rosso. Bonjour également aux téléspectateurs et à tous les auditeurs de Diaspora FM. Bonjour Stéphane Arino-Rosso. Bonjour Maury Agua. Bonjour Hector Zogo. Bonjour aux téléspectateurs et auditeurs de Diaspora FM. Il n'y a rien d'étonnant, hein. C'est tant mieux pour la démographie béninoise. Ah bon? Oui. Mais c'est ça, que les gens travaillent beaucoup. Oui, oui. Ah oui, ça travaille. Oui, ça travaille. 17 000 en 6 mois. Oui. C'est également un signe que le Bénin se porte mieux. Hein. Ah bon? C'est un signe que le Bénin se porte mieux? Oui, évidemment. Ah, ben, c'est pas évident. Ah, bon, le Bénin se porte mieux, c'est un fait. Oui. Mais c'est un signe que le stress est intense. Non. Il faut mieux se porter pour s'adonner à cette hyperactivité. Mais quand on est stressé aussi, parfois certains pensent que c'est là-bas qu'il faut déverser le stress. Bon, c'est possible. Et que ça soulage. Ça balaie tôt le matin, ça chante. C'est bien possible. Hugues Zogo, un mot, avant que nous ne passions aux choses sérieuses. Oui, je pense quand même que de par le passé, nos parents n'avaient forcément pas cette possibilité-là de faire enregistrer systématiquement les nouveaux-nés. Donc, mon problème ne se trouve pas là-bas. Hein. Bon, je pense que le plus important aujourd'hui, c'est ce constat-là qu'on peut faire. Oui, Hugues, il est encore revenu. Ce qui me déconcentre ce matin, je ne comprends pas, c'est tout le sérieux. Le sérieux. Et puis moi, je parle de sujet. Et vous parlez de déclaration de naissance. Donc, vrai. Moi, j'ai dit 17 000 bébés en 6 mois. Et vous dites que les parents n'avaient pas l'habitude de déclarer les bébés. J'ai dit 17 000. C'est un fait. Hein? C'est un fait. Et il ne faut pas nier aussi le fait qu'à un moment donné, l'Institut national de statistique, qui s'occupe quand même à un moment donné du recensement des populations, les différents acteurs qu'on envoie sur le terrain ne font forcément pas correctement le travail. Donc, on peut se féliciter aujourd'hui de tout le mécanisme mis en place par le gouvernement béninois pour nous permettre donc de connaître les vraies statistiques. Très bien, nous allons parler d'une situation quand même déplorable. Bon, parfois les vendredis, on sort de la politique un peu, même si on va y revenir tout à l'heure avec ce titre de l'hebdomadaire La Croix qui parle de démocratie. Permettez-nous quand même de parler de ce drame à Bomé-Calavi, à Zinvier plus précisément, où à 18 ans, un élève se suicide et puis ayant pour cause, se suicide pour cause les mauvaises notes. Mauvaises notes à l'école et on va se suicider. Vous savez, le véritable dégât auquel nous sommes de plus en plus confrontés, c'est que les enseignants ne se remettent plus dans la posture d'éducateur. Ce que je dis, c'est assez Pourquoi pertinent. vous accusez tout de suite les enseignants? Parce qu'en réalité, avant de venir sur ce plateau ce matin, mon épouse m'a tendu le bulletin de mon fils aîné. Et elle me disait, il faut systématiquement signer à temps le bulletin, parce que la dernière fois, quand il était revenu des congés, et il a constaté qu'il n'était pas avec son bulletin parce que tu n'avais pas pu le signer, il était tout paniqué. D'accord. Et à moi de répondre, oui, je mesure donc tout le stress qu'il subit de la part de son enseignant. Donc c'est dire que parfois, de par le passé, les enseignants étaient dans la posture d'éducateur. Vous avez de mauvaises notes, on vous frappe, mais on trouve aussi la formule de pouvoir vous amadouer. Ce qui fait que il y a un contact entre l'éducateur et votre parent. Aujourd'hui, ça n'existe quasiment plus. L'enfant qui a de mauvaises notes, il y a forcément plusieurs raisons. Si la collaboration ne passe pas entre l'éducateur et le parent,
à l'école, l'enseignant ou l'éducateur dira autre chose. Dès que l'enfant vient à la maison, on va tenir également un autre langage, alors qu'il faut un suivi particulier peut-être à cet enfant-là. Les enfants sont de différents tempéraments et chacun porte son étoile à sa manière. Donc, il ne faut pas systématiquement penser que tous les enfants doivent être meilleurs. Tous les enfants peuvent ne pas avoir, au cours peut-être des 2 ou 3 premières années, tous les enfants peuvent avoir de très bonnes notes. Et dès la 4e année, rechuter. Il faut pouvoir poser les bonnes questions, savoir qu'est-ce qui a pu conduire, qu'est-ce qui a pu se passer. Mais malheureusement, en tant que parent, on ne se pose plus ces questions-là. On veut, coûte que coûte, mettre de la pression aux enfants. Et il y a la mauvaise camaraderie. Vous ne savez pas ne quittez pas l'aspect des parents. Les parents peuvent être à la base de ces genres d'actes que les enfants posent. Si l'enfant rentre et vient avec ses copies et que vous regardez toutes les copies et que vous vous acharnez sur l'enfant et vous lui dites des phrases choquantes, je ne sais pas, humiliantes, au lieu de l'encourager à remonter la pente, est-ce que ça peut donner exemple, ce résultat dont on parle je garde en tête un très bon souvenir de celle-là qui a été mon éducatrice au CM1. De mon parcours au primaire, j'ai raté une seule fois la première place. C'était au CM1 et c'était pour la composition de passage. Et vous savez la réaction de ma maîtresse? Elle a mis au bic rouge, quelle régression. Point d'interrogation. Point d'interrogation. Quelle régression au bic rouge. J'ai jamais oublié. Je ne pouvais pas rentrer à la maison avec le bulletin. Pourquoi? Ah, mais mon grand-père m'attend. Quand je me retrouve dans la posture de premier ex-aequo au regard du nom que je porte, ça pose déjà problème dans ma tête. Il aura fallu que je grandisse pour comprendre qu'en réalité, être premier ex-aequo, que ça ne dépendait pas de moi, mais plutôt de l'initiale de mon nom. D'accord. Puisque je suis pratiquement à la dernière lettre de l'alphabet. Je suis Z. Donc si dans la vague comme ça, un de mes camarades se retrouve à être aussi premier, donc lui, il est premier, parce que l'initiale de son nom est peut-être A ou B. En tout cas, quelle que soit l'initiale de son nom, si ce n'est pas Z, il va passer. Et même s'il se retrouvait à la lettre Z, ce qui suit automatiquement chez moi, c'est la lettre O. Donc du coup, je me retrouve à porter peut-être la charge de premier ex-aequo. Et moi, ça me traumatisait. Et donc, comment arriver à aller transmettre un bulletin où j'ai toujours été premier pour finalement dire que je suis 5e. Et non seulement je suis 5e, ma propre maîtresse met au bic rouge. Quelle régression. Donc ce jour-là, il fallait dormir au marché. Mais je suis resté à l'école. Ah, vous n'êtes pas allé dormir? Je ne suis pas rentré à la maison. Dormir au marché. Mais je ne suis pas rentré. On est venu me chercher. Mon grand-père a envoyé mon oncle venir me chercher, mon oncle maternel, le Benjamin à ma mère, venir me chercher. Et quand je suis rentré, c'est ce que je dis, la collaboration entre éducateurs et puis parents. Mon grand-père connaissait déjà mon résultat. Avant que moi je ne rentre à la maison. Il savait que j'étais 5e. D'accord. Parce qu'il y avait un contact permanent entre lui et les maîtresses qui m'ont gardé. D'accord. Et quand je suis rentré, écoutez, il me regarde, il dit, mais pourquoi tu n'es pas rentré? Tu n'as pas travaillé, n'est-ce pas? Je dis, oui, grand-père. Je n'ai pas travaillé. Il dit, donne-moi le bulletin. Je lui ai tendu le bulletin et je m'attendais à ce qu'il puisse se mettre dans une posture de colère. Mais bien au contraire, il m'a dit, c'est des choses qui arrivent. D'accord. Et ça s'est arrêté là. Plus personne n'est revenu sur le fait que j'ai été 5e de ma classe. Donc, voyez-vous, imaginez un peu tout le traumatisme dans lequel je me suis déjà mis, parce que l'environnement de la maison, c'est une certaine pression, tu ne peux même pas avoir accès au portail bien que le portail soit ouvert, tu ne peux pas rencontrer les camarades de ton âge, ainsi de suite. Donc, c'est un environnement qui a été mis en place. Et quand
ça arrive comme ça, il faut que les parents puissent trouver les mots justes pour remettre les enfants en confiance. Parce que dès que ce n'est pas fait, systématiquement, l'enfant s'imagine des choses. Et le drame est vite arrivé. C'est ça. Et oui, le drame est vite arrivé. Est-ce que véritablement, c'est parfois aussi à l'école que ces élèves-là qui prennent cette décision de se suicider subissent la frustration? Je vais me retourner vers vous, Stéphane Akinrossou. Comment vous avez reçu cette nouvelle ce matin? Alors, dites-nous, bon, on me signale quand même, Hugues Hector Zogo, je vais quand même m'adresser une fois encore à vous. Le cas donc des camarades de classe. Oui, oui. Il arrive qu'on ait des camarades de classe. Écoutez, moi je dis toujours, vous allez à l'école pour apprendre. Vous allez à l'école pour acquérir la connaissance. C'est parce que vous n'avez pas la connaissance qu'on vous envoie à l'école. Mais malheureusement, on ne l'a pas encore inculqué dans la conscience collective. On pense que celui qui, par exemple, ne comprend pas un cours en classe, pose suffisamment de questions à l'enseignant, celui-là, il faut le traiter de taré, il faut l'insulter, il faut tout dire de lui. Non, il est allé à l'école parce qu'il ne connaît pas, il n'a pas encore accès à la connaissance. Et donc, on l'envoie à l'école pour qu'il puisse apprendre. Mais malheureusement, il y a parfois des groupes qui se forment au sein des classes et dès que cet élève-là qui a du mal peut-être à mieux cerner ce que dit son enseignant, ça devient de la raillerie. On s'en moque. Dès qu'il tente de soulever le petit doigt pour poser la question, il y a des regards qui commencent déjà par l'embêter. Et parfois, tout frustré, il se refuse donc de poser les bonnes questions. Et ça ne s'arrête pas en classe. Si l'éducateur, l'enseignant qui est en salle n'arrive pas à très vite circonscrire cette situation pour mettre fin à ce désordre-là, ce à quoi on assiste, c'est que plus tard, vous verrez donc que cet enfant, dans la cour de récréation, va se retrouver tout seul dans son coin. Parce que tout le monde se moque de lui. Et il s'en est rendu compte. Et en fait, il a eu sa dignité bafouée. Et il sent que son honneur a été touché, son amour-propre a été touché. À partir de ce moment-là, cet enfant fait l'effort de rester dans un environnement quasiment singulier et on a du mal donc à pouvoir comprendre tout ce qu'il pourrait développer comme mauvais comportement ou les mauvais actes qu'il pourrait à tout moment développer et qui pourraient être préjudiciables sans aucun doute à toute une famille. Un élève ou une élève de 18 ans se suicide à cause de ses notes en classe. Moi, je n'ai pas eu du mal à dire aux enseignants de mes enfants à qui ils n'ont pas hésité. C'est des gens qui n'ont jamais fait l'espagnol dans leur vie, qui rentrent en classe de 6e et qui font espagnol. Moi, je n'ai jamais vu des notes 1, 2 dans leurs notes jusqu'à la classe. Les gens rentrent, on dit feuille d'espagnol, 1, 2. Espagnol, c'est pour votre grand-père. Hein? C'est la langue de votre grand-père. Il faut donc laisser aux enfants le temps de maîtriser les trucs avant de les évaluer. C'est vrai. Mais oui, c'est ça, moi, je n'ai pas hésité à dire aux enseignants, comment vous pouvez donner, vous n'avez pas eu froid aux yeux à donner 0 à des enfants qui ne comprennent pas espagnol en début d'année. Vous voulez les décourager? Vous voulez que ces enfants-là continuent pas aimer cette langue-là? Il faut que les enseignants se mettent à la place des enfants. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est de la pédagogie. Oui, je pense qu'il faut voir le problème sous 3 angles. Allez-y, vous aimez les angles. Oui, j'aime bien les angles. Et je pense que Hugues a commencé par planter le décor. Et il l'a si bien fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la psychopédagogie. Parce que
les enseignants ne travaillent pas sur de la pierre brute. Ils travaillent sur l'homme et l'homme est âme. Vous comprenez? L'homme a une âme si on veut et on dit qu'il a une âme parce que l'âme est le siège d'un certain nombre de ressentir, des émotions, de sentiments, Absolument. des désirs. Absolument. Et ce sont ces émotions et ces désirs. On nous a parlé du moi, Voilà. de suis-moi, de Donc, quoi encore. ce sont ces émotions et ces sentiments-là qui déclenchent un certain nombre d'actions au niveau de chez l'homme. Et donc, les enseignants prennent en compte cette dimension dans l'approche apprentissage-évaluation. Mais il se fait que parfois, il y a des dimensions qui le- échappent aux enseignants. le désir de bien faire ou d'être bon peut amener ou peut conduire à certains débordements ou à certains actes qui ne prennent pas en compte véritablement l'humain dans le processus apprentissage-évaluation. Parce qu'en réalité, si on a dit de 0 que la note est comprise entre 0 et 20, c'est que 0 est une note. Même personne, on n'a pas refusé. Je viens. 0 est une note qui renvoie... C'est 0. C'est 0. Comme 1 est une note, comme 20 est une note. Moins 1 aussi est une note. Sur l'échelle. Cela amène à comprendre que l'enfant peut... C'est dans la norme des choses que l'enfant est 0, que l'enfant est 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 20. Mais le problème commence à partir du moment où on stigmatise quelqu'un qui a 0. Parce que quand vous commencez par le stigmatiser, vous déclenchez en lui un ensemble de processus. Parce que quelqu'un qui a 0, le 0 qu'il obtient peut être un début de déclenchement d'une nouvelle performance. Tout dépend de la manière dont La personne reçoit. vous l'appréciez en lui offrant ce 0. Mais dès lors que vous lui donnez 0, qui devrait en principe l'amener à redoubler d'efforts, et que vous accompagnez ça d'un certain nombre de phrases, et Hugues en parlait tout à l'heure, voyez-vous, ça crée un mal-être profond. Ça crée une gêne. Parce que n'oubliez pas que l'enfant est dans une communauté. L'apprenant est dans une communauté qu'on appelle groupe classe. Et l'enfant ne vit pas de façon isolée. Isolé, et donc, l'enfant vit dans un environnement. Dès lors que, Et ses camarades le regardent. voilà, dès lors que vous lui donnez 0 ou 2 ou 3 et que vous commencez par lui dire des phrases dévalorisantes, vous voyez, d'abord il peine à se lever pour venir récupérer sa copie. Il prend la copie, il peine à aller s'asseoir. Vous voyez, tout cela, ça crée une sorte de gêne intérieure qui peut pousser l'enfant à la sortie de classe à aller se suicider. Ça, c'est le premier, c'est le premier facteur. Et donc, il faut que on apprenne à encourager, même quand on est dans la contre-performance. Il faut qu'on apprenne à encourager, même quand on est dans la faute, dans l'erreur. C'est un élément important. Ensuite, il y a tout le poids qui peut peser sur l'enfant, déjà quand il sort de la maison. Toute la pression. Parce qu'il y a des parents aussi qui lancent des défis aux enfants. Il y a des parents qui chargent les disent, enfants. Ben, si jamais tu viens avec une note moins de 10, tu vas voir, je vais te couper, je vais te faire ci, tu n'auras rien. Quand vous chargez l'enfant comme ça, soyez sûr, comme mon cher Hugues Hector Zogo ce matin, que dès qu'il obtient un 0, Hugues n'a pas eu 0, bien évidemment, mais dès que l'enfant là obtient 0, il va peiner à rentrer. Et personne ne peut le contrôler. Dès lors qu'il ne vient pas, personne ne peut le contrôler. Il est livré à lui, mais pas parce qu'il va croire que c'est la fin de sa vie. Il est bloqué, il est foutu, il est un échec de la nature, juste parce que de façon... Il est bon à rien. Il est bon à rien parce que de façon circonstancielle, il a eu 0. Or, avoir 0, 2 ou 3, ça peut prendre... Ça peut booster votre ego. Voilà. Ça peut vous pousser normalement à vouloir mieux faire, il faut, relever ce défi. On peut quitter 0 pour aller à 20 prochainement pour une autre interrogation. Il faut vraiment prendre en compte cela. Après, c'est que l'autre chose, il y a ce qu'on peut appeler les caprices des enfants aussi. Parce que l'autre chose qu'il faut également rappeler, c'est que quand vous gâtez trop un enfant, gâter, c'est-à-dire vous chuchotez. Vous le chuchotez trop un enfant. Et il ne sait pas ce qu'on appelle souffrance. Il n'a jamais vécu des situations du genre
où vous ne lui avez pas mis dans cette situation Son petit déjeuner, c'est combien? C'est 10 000 pour aller à l'école. Dès lors qu'il prend une note comme ça, alors là, il est foutu. C'est-à-dire qu'un enfant qui est performant, qui a l'habitude de prendre 18, dites-lui que ça peut arriver qu'il ait 2, 3. Et que la voix, ce n'est pas la fin du monde. Mais s'il a tout le temps 18, 20, que vous l'encensez, il ne voit que ça et qu'à un moment donné, par un concours de circonstances malheureux, il chute, il a 8, l'enfant là est coincé. Dans sa tête, c'est comme si personne ne lui a rien dit, hein, mais du fait qu'il n'a jamais vu un cas de figure comme ça, il est coincé. Il peut aller faire n'importe quoi. Donc, c'est pour cela que, c'est-à-dire que, moi je veux dire que cette situation-là nous renvoie à une situation un peu plus globale. C'est-à-dire? Faisons attention autour de nous. Apprenons à bien observer les gens. Apprenons à valoriser ceux qui sont autour de nous. Nous avons reçu, je ne sais pas, une éducation militaire, on peut dire ça. Voilà, une éducation militaire. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Nos enfants sont fragiles, ont besoin d'un peu plus d'attention. Soyons ouverts, soyons regardants par rapport à ce que les enfants vivent. Hugues le disait, les enfants ne sont pas les mêmes. Il faut pouvoir circonscrire chaque enfant. Et puis après, c'est que tout le monde n'est pas fait pour être brillant. Tout le monde n'est pas fait pour être brillant. En tout cas, dans un même domaine. Un enfant qui a 2, qui a 3 dans un domaine, observez-le bien. Dans quel domaine il excelle? Ne le fixez, ne dites pas il doit être bon dans tous les domaines, non. Mais si tout le monde doit être brillant, pourquoi les mentions, les mentions doivent être classées? On sait qu'il y a mention passable, il y a assez bien, il y a bien et tout. Tout le monde ne peut pas être brillant. C'est pour cela que nous devons faire attention. Et puis, il y a des insultes faciles qui ne sont pas bien. Comme Avondéa. Tu ne vaux rien. Tu ne vaux rien. Tu es taré. Tu es taré. Tu es bon à rien. Il faut faire attention à ce que nous sortons de la bouche. Nous volons. Tu peux dire nous volons à quelqu'un, il se suicide. Parce que vous ne savez pas ce que cette phrase-là a déclenché dans son être. C'est pour cela que il faut apprendre aux enfants à être mentalement forts. Je pense que la plus grande force, c'est la force mentale. Dès lors que vous n'avez pas la force mentale, vous êtes fragile face à n'importe quelle situation. Donc je veux dire que... Et quel message aux enfants alors? D'abord, il faut que les enfants sachent une chose. Ils vont à l'école pour apprendre. Et quelqu'un qui apprend peut faire à tout moment des erreurs. Donc sur le parcours, ils peuvent avoir de mauvaises notes. Et ces mauvaises notes-là ne les définissent pas. Mais ces mauvaises notes sont des occasions pour des évaluations, pour les évaluer, afin qu'ils découvrent leur niveau, afin qu'ils découvrent améliorer ce qu'ils font. Leurs limites et savoir comment est-ce qu'il faut rebondir. C'est ça. Et aller plus loin. C'est de ça qu'il s'agit. L'évaluation ne limite pas votre vie. Il y a des gens qui n'ont pas réussi à l'école et qui ont réussi ailleurs. Bien sûr. Donc ce n'est pas parce que vous avez eu 8 ou 5 ou 2 à un moment donné que votre vie est non. Non, il faut pouvoir avoir la force mentale et affronter chaque épreuve. Aux parents, je pense qu'il faut encadrer les enfants. On n'a pas à les traumatiser. Les enfants sont fragiles. On n'a pas à les traumatiser. Nous sommes leurs éducateurs, nous sommes leurs protecteurs. Nous devons leur apprendre à vivre la vie, à être dans la vie, à affronter la vie. Nous ne devons pas être des catalyseurs ou des déclencheurs de mort pour nos enfants. Et puis moi, je voudrais dire aux enfants que l'affaire du suicide, là, c'est pas pour les Africains, c'est pas pour les Béninois, ça. Il faut être fort mentalement. Il faut aller jusqu'au bout. Parce qu'aujourd'hui, on peut connaître des échecs et demain réussir. Donc, ce n'est pas des exemples à suivre. Se suicider à cause des notes en classe, 18 ans, vous, les parents ont souffert jusqu'à l'âge là, et puis vous commettez un acte aussi, je ne sais pas. Oui, Hugues, pour finir avec ce sujet, quel conseil aux enfants, peut-être, qui sont en congé et qui nous suivent en ce moment, et qui sont des écoliers? Conseil à donner aux enfants, il faut qu'ils... Mais les parents aussi, parce que, en tout cas, Stéphane l'a suffisamment dit. Je ne vais pas encore demander qu'on embraye là-dessus, mais vos conseils pour qu'on puisse continuer. Je pense quand même que c'est l'occasion pour nous de signifier clairement
à nos jeunes frères et sœurs qui se retrouvent en congé que la vie est très difficile. On le dit très peu. La vie est très difficile. Chaque jour constitue un défi pour tout être humain. Ce n'est pas une question d'argent, ce n'est pas une question de richesse. La journée d'aujourd'hui peut vous apporter, dès votre réveil, le sourire et dans la soirée, vous vous retrouvez donc face à d'autres défis qui vont vous faire perdre votre morale. Ouais. Et donc, il faut que nos jeunes frères et nos jeunes sœurs aillent à l'école de l'échec. L'échec, c'est le premier facteur de réussite. Nous ne le disons pas souvent, mais nous pensons un instant que ceux-là qui échouent ou ceux-là qui n'ont pas une étoile qui brille assez vite pour rester donc dans la démarche humaine, que c'est des gens qui ont tout perdu ou qui n'ont plus voie de chapitre. C'est une erreur. Il faut rester concentré. Et malheureusement, aujourd'hui, il n'y a plus de repères. Les quelques-uns qui sont là ne sont même pas approchés. Normalement, en tant que jeune, vous devez avoir des repères. Vous devez avoir des repères. Et les repères, ce n'est pas forcément de grandes personnes. Quelqu'un qui est au CIEM ou au CIEM2, par exemple, peut avoir un frère du quartier qui se retrouve en première ou en terminale, brillant ou très calme, et c'est celui-là qui est son repère. Oui. Malheureusement, on n'avait pas de répétiteurs à la maison, c'est des frères du quartier, les aînés. Ce sont eux qui nous décantaient les situations, les difficultés et tout. Donc, malheureusement, nous n'en avons plus. Tout se matérialise aujourd'hui. Bon. Et puis nos condoléances à cette famille-là qui se retrouve dans cette situation dramatique. Ouais. Mais je voudrais quand même donner un exemple qui s'est produit chez moi, par rapport à ma fille, qui n'a jamais eu moins de 13 comme moyenne de la 6e jusqu'en terminale. Elle est en terminale C et puis elle a eu 10. Quand elle a eu 10, ses sœurs sont venues me donner, à la fin du semestre, sont venues me donner leur moyenne. Je n'ai pas encore eu les bulletins. Mais elle tournait. Et j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Je l'ai appelée, j'ai dit, il y a quoi? Elle dit, ah, pas vraiment, j'ai eu 10. Et j'ai constaté une sorte d'abattement. C'est comme si... Oui. Et automatiquement, j'ai compris. Je lui ai dit, bon, toi, tu es inquiète, mais ceux qui ont eu 6 là, ou bien il n'y a pas eu 6 dans ta classe? Très bien. Elle dit oui. Et ceux qui ont eu 7. Et donc, à partir de ce moment-là... Et ce n'est que là qu'elle m'a posé la question, mais bon, comment je fais pour améliorer? J'ai dit, bon, regarde les matières dans lesquelles ça n'a pas marché, et puis on verra. Donc, ça dit, c'est cet abattement psychologique, si on n'échange pas avec elle, ça peut donner autre chose. Donc, il faut veiller véritablement aux enfants, les surveiller. Regarder chaque pas que les enfants posent et être regardant. C'est pourquoi il disait on doit être regardant vraiment autour de nous par rapport à tout ce qui se passe. Et je vous dis, même quand on laisse le cas des apprenants, même dans la vie, en général, vous pouvez avoir des amis et puis vous voyez leur statut, vous voyez que tu as un ami qui a écrit un truc bizarre. Si tu sens que ça, ce n'est pas bon, appelle-le automatiquement pour lui demander ce qui ne va pas. C'est vrai. Parce que parfois, il peut être en train de vivre un mal-être profond. Et il l'exprime comme ça. Il est en détresse. Il est en détresse. Il est en détresse. Mais toi, tu passes à côté, tu te dis, bon, ok, c'est quelqu'un qui écrit ce qu'il veut. Et puis, peut-être après, tu entends le pire et tu te dis, ah, mais j'avais vu. Soyons regardants. En cours de route, comment je vais dire, en cours d'émission, j'ai donc changé d'avis sur le deuxième sujet parce qu'il faut décourager ceux qui ne veulent rien faire et qui n'attendent que les héritages. Nous avons observé à la une du quotidien Le Potentiel qui nous parle de conflit foncier familial à Révier. Deux frères s'affrontent pour une parcelle. Et à quand la fin de ces conflits ou des frères? Si vous consacrez
à réaliser vos biens, à travailler, à vous battre? Quand est-ce que vous aurez le temps pour vous battre pour les héritages de vos parents? Est-ce que ce n'est pas quelque chose à décourager? Non, je pense que vous avez bien planté le décor. Il faut décourager ces gens d'actes, parce qu'on n'a pas... si nos parents, je veux dire, nous ont légué un héritage, c'est parce qu'ils ont travaillé. Et si nous sommes de bons enfants, de bons héritiers, on devrait travailler à accroître ce que nos parents nous ont légué. Pour que tel que nos parents nous ont légué quelque chose, nous-mêmes, en quittant, nous puissions léguer quelque chose. Et je pense que dépasser les parents. Et dépasser les parents. Donc, ce qui est le cœur même de la vie de l'homme, c'est le travail. Et quand on ne cherche pas à travailler, quand on n'a pas cette valeur, vous voyez, on peut tomber facilement dans ces travers pour dire, mon papa a déjà fait, mon maman a déjà fait, je peux m'accrocher. Il a 40 maisons à louer. Là, tu deviens une sorte de sangsue, de parasite. Et quand vous êtes parasite, sangsue, vous vivez sur le dos des autres, ben, vous finirez par disparaître. Par disparaître. Donc je trouve que c'est carrément inutile. Et là, ça revient encore sur l'éternelle question de l'éducation. Quelle est l'éducation que les parents inculquent? Il faut savoir que, donc, si ton papa ou ta maman n'a rien fait, ou n'ont rien fait, ceux qui sont issus de familles pauvres, qui ont vécu tout le temps en location avec leurs parents, tout le temps en location avec leurs parents, et les parents sont partis et ils sont encore là. Et qui d'une manière ou d'une autre, ont réussi aujourd'hui à avoir de passer à construire de maisons, à bien vivre. Eux là, ils ne sont pas des hommes. Donc, c'est la facilité. C'est la facilité. Et l'éducation que les parents ont donnée à ses enfants. Quand l'enfant dit bonbon, tu lui tends bonbon. Quand l'enfant dit pain, tu lui tends pain. L'enfant n'a rien appris quand l'enfant dit pizza. Tu pizza. Hein? Non, c'est pas. Non. Il faut. Non, c'est-à-dire, parfois. Parfois, il faut avoir le courage de lui dire il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Pour qu'ils comprennent que la vie ne vous donne rien facilement comme ça. Pendant que toi, tu étais enfant, est-ce que pizza existait? Il faut connaître le mot pour savoir si ça existe. Moi, je n'ai jamais. C'est une question de... Je n'ai jamais entendu parler de pizza. C'est après. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Tu connaissais shawarma? Je ne connaissais pas shawarma. Hein? Je ne connaissais pas shawarma. Donc, c'est en grandissant qu'on a découvert et ces choses-là récemment encore. Hein? Donc, oui, c'est de la même manière que vos enfants ont du mal à découvrir, par exemple, le habla. Oui, évidemment. Le Donc, habla. chaque génération avec ses défis. Oui. Mais ce que je voudrais noter, parce que vous aviez évoqué une question assez pertinente qui a retenu mon attention. Le repas que nous servons aux enfants. Bien souvent, les enfants ne finissent pas leur plat. Mais qu'est-ce que nous faisons? À quel moment nous avons le courage d'osser le temps pour dire on me finit le plat parce qu'on ne s'amuse pas avec le repas? Parce que ça commence là en fait. Le gaspillage, ça commence là. Ça commence à table. Et à partir du moment où il gaspille le repas, il comprend que son père a de la facilité. Et par conséquent, lui, il n'a pas une obligation. Lui, tout lui est permis. Et si tout lui est permis, il va s'attendre à de l'héritage. Moi, je n'en connais pas. Et je n'en veux pas. Moi aussi. Alors, il va s'attendre à de l'héritage. Cet héritage-là devient donc source de conflit. Et au lieu que deux frères s'entendent pour construire ce que peut-être leurs parents ont pu laisser, Et faire leur fierté. Ils vont s'entretuer. Ils vont s'entretuer. Et c'est à coup de machette. C'est des choses qui se vivent malheureusement au cœur de nos collectivités. Je ne dirais pas de nos familles, mais au cœur de nos collectivités. Où l'autorité même du chef de collectivité est bafouée. Vous avez certains chefs de collectivité
qui ne peuvent plus parler parce qu'il y a héritage. Le jeune lui manque tellement d'égards, vous tombez des nues. Vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? On vous dira, c'est une parcelle de son père qu'il est en train de disputer avec un autre frère. Le chef de collectivité a voulu les appeler pour leur faire entendre raison. Pas question. Parce que peut-être lui, il a déjà eu quelqu'un chez qui il a pris 200 000 ou 300 000 pour brader cette parcelle-là. Son jeune frère, bien que n'ayant pas un âge si adulte, dit « ça ne se passera pas, c'est un héritage à nous tous ». Donc voilà des situations qui détruisent en fait nos collectivités. L'humanisme se meurt au jour le jour. Et en tant que parents, nous devons nous poser les bonnes questions. Quel type d'héritage voulons-nous laisser à nos enfants? Quel type d'héritage voulons-nous léguer à nos enfants? Moi j'entends des parents dire j'ai 4 enfants et il faut que je leur laisse 4 parcelles et il faut que chacun ait sa parcelle. Il faut que la vie devienne dure. Quand l'enfant entend ces choses, est-ce qu'il va encore faire des efforts? Non, le père qui se met dans cette posture-là. Si vous me permettez, le problème que ça soulève là, et qui est clair, ce n'est pas le nombre de biens matériels que vous léguez aux enfants qui est le problème, c'est l'éducation que vous leur léguez, c'est tout, que vous leur donnez. Moi, j'ai un exemple palpable, je connais. Quand on était enfant, on a vécu dans une rue où papa avait tous les enfants, ces véhicules qui les amenaient. Nous, on était Quand il pleut, vous étiez mouillés comme un oiseau, oiseau mouillé. Et eux, les véhicules les déposaient à l'école. Mais après, qu'est-ce qu'on a constaté? La maison est vendue. Après le décès du vieux, la maison est vendue. Par les enfants. Par les enfants. La maison est vendue par les enfants. Ils ont partagé les sous. Et les véhicules. Vendus. Quelqu'un est devenu, je ne sais pas, les produits psychotropes là, et elle a pris jusqu'à personne ne sait même la vie dans laquelle. Il ne vous reconnaît plus. C'est ça le problème. Il faut veiller. Tu peux acheter 4 parcelles, tu peux acheter 20 parcelles à un seul enfant. Ce n'est pas là le problème. Ce n'est pas mauvais en soi. C'est l'éducation. C'est l'éducation. Où l'enfant sait que, mais même si c'est une seule... L'enfant sait qu'il faut travailler... transpirer à la sueur de son front pour pouvoir acquérir, c'est bien aussi. C'est une question de fierté quand même. J'aimerais quand même revenir sur un fait, puisque vous aviez, en quelques minutes, puisque évoqué mon invité est déjà là. Oui, puisque vous l'avez évoqué, vous savez, malheureusement, les parents qui se mettent dans cette posture-là, quand vous regardez bien, c'est des parents qui ont échoué leur mission sur Terre. Et ils savent que, après leur départ, il y a un scandale qui va se produire. Et donc, ils essayent de calmer un peu les ardeurs pour dire, toi, tu prendras telle autre maison, toi, tu prendras tel bien. En réalité, on parle d'une famille. On parle d'une famille. La famille est unité. S'il y a de la bienveillance parmi les enfants, ils n'ont pas besoin de ça. Si tant est vrai que c'est un héritage qui a été laissé, si tant est que c'est le fruit de vos souffrances que vous laissez à votre progéniture, ils peuvent se retrouver à 10, à 15, à 20, avec une seule parcelle, ils vont rester unis. Et c'est ça qui fera votre fierté. C'est de ça qu'on parlera partout. C'est de ça qu'il s'agit. Mais quand vous devez partir, et déjà vous vous préoccupez de ce qui va se passer après votre départ, ça voudrait dire que vous n'avez pas assumé votre mission. Et puis après, il faut aussi se dire que tout dépend de comment vous avez acquis ces biens-là aussi. Hein. Parce que parfois... Non, même si je les ai acquis avec les tontines, j'ai sué pour l'avoir, ce n'est pas pour autant qu'il faut donc partager des biens aux enfants qui ne vont plus vouloir faire des efforts et s'entretuer après. C'est un fait à décourager. Oui, à jamais. Que chacun fasse pour lui. Que chacun fasse pour lui.
Mais de Marocco, mais le problème de temps. Bon, je ne le dirai pas plus. Oui. Hein. Donc voilà, on a parlé de 2 sujets société aujourd'hui, voilà, pour que chacun puisse donc rentrer en lui-même et savoir que l'on ne doit pas se battre sur les biens de ses parents. C'est ça. Au contraire, il faut s'entendre, hein, s'entretuer pour les biens de ses parents parce qu'on ne veut rien faire. Et puis, vous avez vu, non, toutes les parcelles sont vendues à Cotonou. Hein. Les parents qui ont laissé des choses, il n'y a plus rien. Hein, oui, oui. Hein, oui, oui. Vous ne pouvez plus repartir, revoir. Voilà, ils ont tout vendu. Les enfants ont tout vendu parce qu'ils ont acheté à Révier, à tel. Bon, on se pose des questions. Voilà un peu. Merci à vous. Merci pour tout ce que vous avez apporté. C'est nous qui vous remercions. Vous avez une journée super chargée, je le sais. Mais vous également. Hein, vous également. Sinon, vous allez penser. De toutes les façons, je vais prendre un peu des charges de Hugues ce matin. Voilà. C'est un plaisir. Bon, son sérieux vous manque. C'est un plaisir. Quel est le secret de ce sérieux? Non, je vous l'ai dit. Parfois, il vous déstabilise avec son sérieux. Je vous l'ai dit. Oui, il est trop comme le directeur est trop petit. Le portail est ouvert, mais vous ne pouvez pas mettre le pied au seuil. Il est trop petit. Oui, il est trop petit. C'est ça. Il vient ici parfois avec... non. Qu'est-ce que vous pouvez... Nous avons grandi... Je préfère quand vous souriez que quand vous êtes sérieux. Oui, bon, écoutez... Parfois, vous avez envie de sourire, mais vous pensez... La réalité vous impose le sérieux. C'est ça. Merci à vous, c'est toujours un plaisir pour moi de vous avoir sur ce plateau. C'est un plaisir également pour Carole Laillé, qui partage également ce plateau cette semaine avec nous.